À l'ordre, s'il vous plaît, la commission reprend ses travaux. Donc, pour notre dernier groupe aujourd'hui, il s'agit de Québec réunifié, qui est représenté par M. Jean-Sébastien Gervais, responsable des opérations, Mme Marie Gervaise Pilon, coordonnatrice de campagne, ainsi que M. William Frédéric Blewitt, j'espère que j'ai bien dit votre nom, oui, membre honoraire. Alors, Madame et Messieurs, bienvenue à la commission. Donc, vous allez avoir 10 minutes pour présenter votre mémoire, l'essentiel de votre mémoire, vos recommandations. Et par la suite, on va procéder à la période de discussion avec les parlementaires. Alors, les 10 prochaines minutes sont les vôtres. Parfait. Merci beaucoup. Donc, bonjour, mesdames et messieurs les parlementaires. Mon nom est Marie-Gervaise Pilon. Je suis professeure au collégial, donc employée des services publics, et coordonnatrice de campagne de Québec réunifié. Et je parraine mon mari, William Blewitt, qui est à côté de moi, qui est professeur d'informatique, ici présent, donc depuis bientôt 2 ans. Nous sommes accompagnés de responsables des opérations de notre OBNL, M. Jean-Sébastien Gervais, que je vais laisser se présenter. Bonjour, je m'appelle Jean-Sébastien Gervais. Je suis développeur senior chez CharWeb et ancien chargé de cours universitaire à l'ETS. Je parraine mon mari, Paolo, pharmacien aux Philippines. Comme de milliers d'autres Québécois et Québécoises, j'attends toujours la réunification familiale, une attente qui, pour nous, dure plus de 2 ans et semble se prolonger. Pour débuter, j'aimerais vous présenter brièvement Québec réunifié. Québec réunifié est tout d'abord un organisme à but non lucratif, entièrement bénévole, non partisan et indépendant, fondé par des Québécois et des Québécoises qui directement touchés par les délais et les obstacles administratifs du regroupement familial. Notre comité multidisciplinaire participe à la consultation, a mené des études sur les impacts humains et économiques et psychologiques de l'immigration, collabore avec des instances universitaires et d'autres organisations de la société civile. Notre mémoire déposée dans le cadre de la consultation contient 7 recommandations. Ces recommandations sont fondées sur une analyse comparative des pratiques en France, en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas et dans le reste du Canada. L'objectif de Québec réunifié est que les familles puissent vivre ensemble sans attendre des années et que les familles puissent contribuer pleinement à la société québécoise en français grâce à une immigration juste et prévisible. Avant de présenter les recommandations, j'aimerais soulever quelques constats probants sur le regroupement familial. Je ne suis pas sans vous apprendre grand-chose que les délais atteignent maintenant 40 à 41 mois au Québec, contre 13 mois ailleurs au Canada, là, au moment du dépôt du mémoire, en fait, soit environ 3 fois la norme canadienne. Selon des études menées auprès de nos membres, plus de 92 % des conjoints parrainés sont aptes à travailler et contribuer pleinement à la société québécoise. 81 % comprennent le français. Les délais prolongés entraînent des conséquences bien réelles tant sur le plan économique que psychologique. Sur on parle en moyenne de 55 000 de dépenses attribuables à la prolongation des délais du regroupement, alors que 97 % des symptômes présentent des symptômes de dépression et 73 % de l'anxiété. Selon un sondage léger en février dernier, 67 % des Québécoises et des Québécois souhaitent que les délais de traitement respectent la norme canadienne de 12 mois. Et 64 % d'entre eux estiment que faciliter le regroupement familial devrait être une priorité importante du gouvernement. Un dernier constat au niveau de l'immigration. L'intégration constitue un pilier du vivre ensemble québécois est très important et on se doit de reconnaître que la famille joue ce rôle central dans le processus d'accueil, de francisation et d'intégration des immigrants. Les Québécois et résidents permanents qui parrainent un ou une conjointe ou un enfant agissent donc comme les premiers vecteurs de l'intégration. L'immersion linguistique et culturelle sera davantage présente dans l'unité familiale qu'ailleurs en société. De plus, le regroupement familial permet d'exercer une pression moins importante sur les services publics et sur le logement, car pour le tiers d'entre eux, ils sont déjà présents. Et le parrain est responsable de la personne parrainée pendant 3 ans suivant son arrivée au Québec. Je laisse maintenant la parole à Marie qui présentera les recommandations sur le mémoire. Merci Jean-Sébastien. Nous avons beaucoup de recommandations. Nous avons fait une sélection afin de ne pas excéder le temps qui nous est alloué. Donc, dans un premier temps, j'attirerai votre attention sur la recommandation numéro 2, qui est de fixer un délai légal maximal de 12 mois.
Dans les pays européens que nous avons étudiés, le regroupement familial s'effectue selon des délais qui sont clairs et encadrés. Par exemple, au Danemark et aux Pays-Bas, le délai légal est de 90 jours pour traiter une demande de regroupement familial. En France, le visa est obtenu, le titre de séjour est obtenu généralement dans l'année qui suit le mariage. En Allemagne, les délais varient entre 6 et 12 mois. Au Canada, le délai cible dans la norme de traitement est de 12 mois également. C'est un objectif que les parties se sont engagées à respecter selon l'accord Canada-Québec. Et ce sont des exemples qui montrent que c'est possible d'avoir un traitement rapide sans nuire aux objectifs d'intégration de la famille. Donc, pour rappel, notre première recommandation, c'est d'adopter un délai légal de 12 mois, incluant les étapes fédérales et provinciales. J'attire également votre attention sur la recommandation numéro 3, de prévoir des seuils pour la période 2026-2029 qui seraient alignés sur la capacité réelle de traitement. Aucun des pays que nous avons étudiés n'impose de plafond annuel de regroupement familial. Le traitement dépend en fait des ressources qui sont disponibles au niveau de l'administration et non d'une décision prise en commission, par exemple. Dans les pays qui sont à l'étude, les autorités ajustent leurs moyens selon la demande des citoyens qui parrainent leurs conjoints. Au Québec, le répondant doit déjà démontrer sa capacité à subvenir aux besoins de la personne qu'il parraine. Généralement, c'est un adulte en âge de travailler. Et ces personnes vont solliciter très peu les services publics et ils vont déjà occuper un logement existant puisqu'ils vont vivre avec la personne qui les parraine. L'impact sur la capacité d'accueil est donc limité, ce qui ne justifie pas l'imposition d'un plafond. Donc, pour rappel, ma deuxième recommandation, c'est celle numéro 3, fixer des seuils réalistes et ajustés à la capacité de traitement pour 2026 à 2029. Également, nous allons regarder la recommandation numéro 5, qui est de supprimer les quotas sur le regroupement familial. Dans les pays européens que nous avons étudiés, encore une fois, le regroupement familial n'est pas soumis à un quota. En France, le visa familial découle directement du lien juridique établi entre les époux ou entre les personnes pacsées. Au Danemark, il y a des conditions strictes, mais dès qu'elles sont remplies, il n'y a pas de contingent annuel. En Allemagne, dès que les conditions légales sont remplies, l'âge, les ressources, un certificat linguistique A1, le droit au visa familial s'applique aussi sans contingentement. Aux Pays-Bas, c'est la même chose. Les conjointes qui sont parrainées par des personnes qui détiennent la citoyenneté obtiennent un titre de séjour de 5 ans sans restriction annuelle. Donc, c'est des modèles qui montrent que c'est parfaitement possible d'encadrer l'intégration des personnes parrainées sans recourir, encore une fois, à des limites ou à des plafonds. Donc, pour rappel, on demande d'exclure le regroupement familial des seuils du Québec en ligne avec des pays comparables, donc à l'image de la catégorie des gens d'affaires, entre autres, ce qui a été fait dans la dernière planification pluriannuelle. Enfin, on vous demandera de reconnaître juridiquement le droit à la vie familiale. La France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Danemark inscrivent la protection de la vie familiale dans leurs lois et dans leur constitution, en conformité avec les traités européens. Au Canada, c'est un droit qui a été reconnu par la Cour suprême. Il fait partie intégrante de la liberté et de la sécurité de la personne. De plus, l'article 3.1d de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés consacre le regroupement familial comme objectif fondamental, au même titre que les objectifs économiques et humanitaires. Donc, nous recommandons d'inscrire officiellement le droit à la vie familiale dans la Loi sur l'immigration du Québec en cohérence avec les obligations du Québec. En terminant, nous aimerions aussi aborder l'importante question de la francisation. Contrairement à une idée reçue, les personnes parrainées ne ralentissent pas l'intégration linguistique. Elles la renforcent. Des données colligées auprès de nos membres montrent que 32 % des personnes parrainées ont le français comme langue maternelle et celles qui ne l'ont pas ont entamé leur apprentissage avant même d'arriver au Québec, dans une proportion de 92 %. 81 % des personnes qui sont parrainées le comprennent et 75 % le parlent. Pour en témoigner, je vous invite à rencontrer mon mari, William Blewett, qui va rapidement partager son expérience personnelle linguistique. Bonjour, je m'appelle William Blewett, je suis britannique. Avant mon installation au Québec en novembre dernier, j'avais déjà atteint le niveau 4 en français. J'étais venu plusieurs étés de suite pour des séjours d'immersion avec ma femme francophone, Marie.
ce qui m'a permis d'arriver avec beaucoup d'autonomie dans la vie quotidienne. Depuis mon arrivée, mon français s'est énormément amélioré grâce à l'immersion complète dans le cercle social de ma conjointe, notamment avec ma belle-mère francophone unilingue, avec qui je parle presque chaque jour. Cette immersion a été le meilleur des cours. Elle m'a permis de progresser beaucoup plus vite que dans n'importe quelle salle de classe. Je fais partie de cette majorité de personnes en francophone qui arrivent déjà autonomes et motivées à progresser. Merci. Merci, William. Et merci à tous pour votre attention aujourd'hui. En terminant, Madame la Présidente, nous aimerions remercier le ministre d'avoir mentionné que l'immigration n'était pas Voldemort. Merci. Aujourd'hui, nous lui demandons d'être le Dumbledore pour le regroupement familial. C'est bon. Merci beaucoup. Alors, belle présentation. Maintenant, nous allons entamer la période de discussion avec le ministre dans un premier temps. 16 minutes 30 secondes, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci pour votre présentation, votre témoignage, pour votre manière d'aborder les choses. Un sujet très sérieux, très sensible. Vous l'avez fait de belle manière, avec une petite touche d'humour. Vous êtes beau à voir. Et puis, je vous félicite pour votre français. Je salue la belle-mère. Au Québec, on n'apprécie pas toujours toutes les belles-mères en tout temps. C'est une blague, d'accord? Mais manifestement, votre désir d'intégration et probablement son désir d'avoir son gendre près d'elle font des merveilles. Donc, je vais préciser ça. Petite information, je suis certain que vous avez cette information-là, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent. Je vais clarifier les choses. Quand on parle de regroupement familial qui demande un certain délai, on ne parle pas des enfants mineurs. Je le dis pour les gens qui nous écoutent. Parfois, les gens se disent « Mais voyons donc, ça veut dire que ton enfant de quelques années reste dans le pays étranger. » Ce n'est pas le cas. On continue de recevoir en tout temps les demandes d'engagement qui visent un enfant à charge de moins de 18 ans. Il n'y a pas de délai, ça se fait tout le temps. Un enfant mineur en processus d'adoption aussi. Un enfant mineur orphelin qui est le frère, la sœur, le neveu, la nièce, le petit-fils ou la petite-fille de la personne déjà au Québec. Toutes ces personnes-là sont aussi admis sans le délai, hors des seuils, ou un enfant à charge qui serait majeur, mais qui serait dépendant d'un de ses parents en raison d'un état physique ou mental. Donc, même s'il est majeur, s'il y a un critère de dépendance, il n'y a pas les délais dont on parle. Je ne veux pas minimiser les délais, je veux juste préciser les choses pour les gens qui nous écoutent. Vous êtes en quelque sorte des experts de ce domaine-là, vous le savez, mais tout le monde n'est pas au courant de ça. Dans votre recommandation 6, vous proposez de mettre en place un parcours ou un contrat d'intégration structuré et accessible à la catégorie de regroupement familial. Je veux juste porter à l'attention de la Commission qu'on a déjà mis en place une mesure en ce sens-là. En novembre 2023, depuis novembre 2023, toute personne qui présente une demande d'engagement en faveur d'une personne de 18 à 55 ans doit remplir et signer un plan d'accueil et d'intégration. Je pense que c'est dans le sens de ce que vous souhaitez. Dans ce plan, la personne garante doit indiquer les actions qu'elle s'engage à poser pour soutenir l'intégration et la francisation de la personne parrainée. Je pense que ça ressemble au contrat d'intégration que vous semblez proposer. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer à ce qui existe en ce sens-là? Je vais commencer par vous remercier pour cette excellente question. J'avais hâte de vous en parler. Et oui, il y a des choses qui doivent être effectivement améliorées. Dans un premier temps, l'accès, entre autres, aux services peut être un peu long. Par exemple, pour avoir accès à la francisation en ce moment, on parle de 6 mois d'attente à peu près. Ou du moins, c'était la dernière fois qu'on a vérifié les délais. Donc ça, c'est une première chose, accélérer l'accès à la francisation pour ceux qui en ont besoin. Évidemment, on vient de vous faire une démonstration assez efficace, je crois, que la francisation n'est pas toujours nécessaire ou peut se faire de d'autres façons, entre autres dans le milieu familial. Mais pour ceux pour qui ce n'est pas possible, c'est quelque chose qui est nécessaire. L'autre chose, vous avez remarqué qu'on avait écouté d'autres présentations avant nous, donc on a bien noté que vous avez mentionné la francisation possible de l'étranger, mais présentement, c'est très difficile pour un débutant d'avoir accès à la francisation de l'étranger, alors que ce serait essentiel pour un débutant d'avoir accès à des cours pour une personne à l'étranger
qui n'est pas encore en situation débutante. On sait aussi que, évidemment, en situation d'apprentissage linguistique, quand on commence, qu'on part de zéro ou de, excusez mon anglais, yes, no toaster, à ce moment-là, on a besoin de beaucoup d'appui, de beaucoup de contact aussi là, avec l'enseignant. Vous n'êtes pas sans savoir à quel point c'est important. Donc, bien sûr, avoir, par exemple, des cours en ligne, c'est pas idéal. Donc, il faut trouver des façons alternatives. Je sais qu'il y a des possibilités de le faire avec l'Alliance française. Malheureusement, l'Alliance française, c'est pas toujours idéal. Il n'y a pas beaucoup de centres qui sont disponibles. Il y a des personnes qui sont dans des endroits plus reculés, plus loin, où vraiment le transport serait impossible pour se rendre à des cours de l'Alliance française. Donc, l'appétit est là. L'appétit pour la francisation, pour l'intégration est là. Ce sont des personnes qui ont choisi le Québec et qui ont choisi des Québécois. C'est des personnes qui sont francophiles, qui veulent s'intégrer, qui veulent vivre ici. William, ici présent, est un excellent exemple. Il a quitté sa carrière universitaire pour me rejoindre ici au Québec. Donc, c'est des gens qui vraiment choisissent le Québec par amour pour le Québec et pour un Québécois, une Québécoise. Il faut qu'on les accompagne aussi dans cette intégration-là lorsqu'ils en ont besoin, plus que ceux qui peuvent se franciser par le milieu familial. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est qu'on apprécie beaucoup l'accompagnement Québec. C'est un service qui est extrêmement utile et les personnes qui le donnent sont extrêmement compétentes. Par contre, parfois, il serait intéressant de considérer la possibilité que le parrain puisse avoir accès à Accompagnement Québec dans l'hypothèse où la personne parrainée serait dans un fuseau horaire pas pratique, ne serait pas encore en mesure d'interagir en français avec le conseiller d'Accompagnement Québec, si on commence les mesures à l'avance, parce qu'il y a un problème de communication aussi au niveau des services, où des fois, les gens ne sont pas au courant. Donc, nous, on travaille beaucoup pour annoncer à nos membres qu'Accompagnement Québec, entre autres, existe, parce que c'est un extraordinaire service, mais il n'est pas assez connu encore, en tout cas, de mon point de vue. Donc, il faut non seulement le publiciser plus, mais aussi intégrer le parrain dans cette procédure-là, dans ce processus-là. Finalement, au niveau de l'évaluation comparative. Encore une fois, c'est très long. Ça retarde l'intégration de la personne quand elle doit attendre l'évaluation comparative pour faire du travail dans les services publics. Entre autres, par exemple, enseigner dans un cégep. On ne peut pas enseigner au cégep sans évaluation comparative. Donc, quand on a des conjoints très instruits, ça retarde leur intégration. Il faudrait trouver des façons d'accélérer autres que la lettre, parce que la lettre qui demande l'accélération demande une promesse d'embauche et malheureusement, très souvent, on ne se rend même pas à l'entrevue sans l'évaluation comparative. La première question parlait aussi d'enfants mineurs. Oui, merci. Merci de me le rappeler, Jean-Sébastien. Au niveau des enfants mineurs, c'est important aussi de rappeler qu'il y a des enfants mineurs accompagnants et si le parent accompagnant n'a pas de CSQ, on ne peut pas, il y a un problème au niveau de l'enfant mineur qui peut, lui, recevoir son CSQ, mais le parent accompagnant, lui, l'a pas. Donc, si on revient sur la question des CSQ, c'est une des raisons pour laquelle c'est très important de continuer l'émission des CSQ, qui, de toute façon, sont essentielles à l'intégration. Puis c'est ça qu'on vise, c'est ça qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite pour nos conjoints. Merci. Merci. Votre réponse a étoffé. Vous avez parlé de comparables, de politique migratoire pour la réunification familiale comparable en Europe. À vous écouter, c'est comme si tout le monde faisait mieux que nous. Vous avez mentionné le Danemark, il me semble, mais d'après ce que je comprends, ils ont des conditions strictes au Danemark. Ils n'ont pas un nombre, mais vous-même, vous dites des conditions strictes. Puis ce que je comprends, c'est que, contrairement à nous, en Allemagne, au Danemark, il y a des exigences linguistiques pour la réunification familiale. C'est que même si on ne met pas le critère du norme, si d'emblée les gens ne peuvent pas parler la langue, ils ne pourraient pas venir au Danemark, tandis qu'au Québec, on n'a pas ce critère-là. Donc, dans votre analyse sévère envers nous, je pense que vous devez quand même nous donner quelques points là-dessus. J'aimerais ça, est-ce que c'est mon tour? Bien sûr. J'aimerais ça juste rappeler qu'on est quand même en ce moment 41 mois, c'est extraordinaire. Je connais une famille qui ont attendu 5 ans pour l'arrivée du papa. Lorsque le processus a commencé, un des enfants avait 5 ans. Elle a fini à 10 ans. C'est très, très long. Donc, je pense qu'on doit rester sévère, séparer les enfants d'un beau-père, parce qu'un beau-père peut être très important dans la vie d'un enfant. C'est très grave. On ne peut pas prendre ça à la légère. Nous sommes l'endroit dans le monde en ce moment où c'est le plus long réunir une famille
pour un citoyen qui a épousé un étranger. Nous avons battu le record mondial d'attente. Donc, je dois être sévère parce que c'est la réalité. Je ne peux pas mentir à la Commission aujourd'hui. C'est la réalité. Nous sommes ceux pour qui ça prend le plus de temps dans le monde en ce moment. Et ça crée des situations épouvantables. J'écoutais le groupe qui était avant nous aujourd'hui qui parlait là, des personnes qui vivent de la violence. Être en situation temporaire pendant des années, ça peut mener à des choses comme ça aussi parce que ça précarise la personne. Donc, on doit être sévère parce que ça met des familles en danger, ça met des gens en danger au niveau de leur santé mentale, leur santé économique et au niveau de la santé des enfants. Il n'y a personne qui vous demande de mentir ici en commission. Je m'excuse, j'ai oublié aussi de vous mentionner que, merci, c'est un autre rappel, que les critères linguistiques sont souvent exigés pour la citoyenneté, spécifiquement pour le Danemark, et que pour l'Allemagne, c'est un niveau A1 qui est demandé, donc vraiment yes, no toaster. Mais en allemand. Ja. C'est bon, je vais vous laisser. Wirklich. Je ne suis pas capable de dire ça. OK. Par rapport à la langue, on n'a pas ces critères-là. Vous avez raison de dire que les délais sont longs en ce moment. On n'a pas les critères de langue. Le commissaire à la langue française, lui, nous suggère, par contre, d'y aller. Là. Il recommande, je le cite, là, que le MIFI doit exiger d'IRCC, donc fédéral, une connaissance minimale du français à l'admission des personnes parrainées et des engagements supplémentaires du parrain en matière de francisation, tout en renforçant les mesures de soutien. Donc, vous ne seriez pas d'accord à ce qu'on impose des critères de maîtrise de la langue? Écoutez, moi, je n'ai pas le mandat de mes membres pour vous répondre directement, mais je peux vous dire que c'est une question qui soulève des gros enjeux d'équité à cause de l'accès à la francisation dans les pays de certaines personnes parrainées. Prenons par exemple un parrainé cubain. L'Internet est très mauvais à Cuba. Ça devient extrêmement difficile pour cette personne-là de même suivre un cours à distance sur Zoom, Duolingo ou quoi que ce soit d'autre. Je voudrais rajouter que effectivement, c'est la même chose aux Philippines. L'Internet est vraiment terrible aux Philippines. Le courant, il y a souvent des pannes de courant. Donc, d'organiser des cours en ligne aux Philippines par l'Alliance française, c'est pas nécessairement toujours facile ou collaboratif pour eux de suivre les cours, d'autant plus que le MIFI n'a pas de cours de base pour l'introduction au français. Mon conjoint, entre autres, est relégué à apprendre le français via Duolingo et un peu avec moi, par mon parcours de 2 ans où est-ce que j'ai vécu avec lui, à lui apprendre les bases du français. Mais toujours après 2 ans, c'est difficile pour lui de tenir une conversation. Et puis, il va comprendre les mots à peu près le même niveau que William, mais d'avoir le courage de parler, de tenir une conversation, c'est pas encore possible parce que c'est impossible d'avoir une forme d'immersion dans la langue qu'on aurait au niveau du français. Et pour continuer sur le sujet de la langue, est-ce que ça devrait être un critère? Potentiellement, que ça peut être intéressant, oui, de pouvoir choisir les candidats qui vont parler français, mais à mon avis, ça devrait être uniquement un critère pour l'obtention de la citoyenneté et non pas pour tenir séparées les familles. C'est pas dans le cahier de proposition de la recommandation. Je voulais simplement vous entendre là-dessus parce que les pays que vous avez suggérés, parfois ont des critères de langue, mais c'est pas une recommandation du cahier de planification. Oui, vas-y. Je m'excuse. C'est une question des œufs et des poules. Je comprends. Est-ce qu'on arrive et on apprend la langue ou est-ce qu'on prend la langue avant d'arriver? Parce que pour moi, particulièrement le français québécois, c'est plus facile pour comprendre après chaque jour une heure de dîner avec mes collègues des études dans le subway, dans le métro, dans le centre-ville de Montréal, au Sainte-Thérèse, nos vies, l'opportunité pour entendre le français de Québec. C'est essentiel. Oui, l'immersion, c'est dur à battre pour apprendre la langue. Donc, cette année, les années passées, depuis un certain temps, on est toujours autour de 10 000 réunifications familiales par année. C'est pas nouveau de notre gouvernement, là. 2014, c'était 11 000, 2015, 10 000, 2016, 11 000. On était là-dedans sous le précédent gouvernement libéral avant qu'on arrive. C'est pour ça que j'étais surpris de voir ce matin mon collègue de l'Acadie faire une sortie, puis dans le communiqué de l'opposition officielle, c'est l'entêtement idéologique de la CAQ de ne traiter qu'une dizaine de milliers de dossiers de réunification familiale par année ne fait qu'empirer la situation. C'est particulier
que la formation politique, qui, lorsqu'il était au gouvernement, admettait 10 000 personnes par année, fasse un point de presse pour dire que c'est terrible de n'admettre que 10 000 personnes par année. Le chef de l'opposition officielle est déjà sorti pour dénoncer le gouvernement avant qu'elle arrive. Je ne sais pas si mon collègue de l'Acadie va faire la même chose, mais nous n'avons que continué le nombre que nous avions précédemment. Vous nous demandez de changer les choses, fort bien. En consultation, on entend tout le monde. On va tenir compte de tous les points de vue. Je sais que mon collègue de la deuxième opposition plaide pour ça depuis le début. On va tenir compte de tout ça, puis on verra où est-ce qu'on atterrit en prenant en compte la capacité d'accueil complète. Je vous remercie beaucoup pour les informations. Vous êtes vraiment des experts de votre domaine, mais aussi pour le témoignage. Votre rapport à la commission est très différent des autres, très complémentaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On poursuit les discussions avec l'opposition officielle. 12 minutes 23 secondes, Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Alors, Madame Pilon, Monsieur Blowett et Monsieur Gervais, merci d'être là, merci d'être avec nous, merci pour votre mémoire. Le délai présentement pour le regroupement familial, vous l'avez mentionné au Québec, c'est environ 41 mois. C'est un record mondial. C'est notamment ce que j'ai dénoncé ce matin. Alors, je ne vais pas changer ma position là-dessus. Ça, c'est très clair, Monsieur le ministre. 15 mois à peu près dans le reste du Canada. Quand on regarde ce qui est proposé par le gouvernement dans son cahier de consultation, notamment le scénario A, parce que présentement, c'est à peu près 10 600 dossiers là, qui est envoyé pour les seuils à Ottawa. Dans le scénario A, on parle de 5 800. On ne sait pas ce qui va arriver, mais mon collègue de Saint-Henri-Sainte-Anne soulignait en période de questions que c'est peut-être le scénario qui va être retenu. Quel va être l'impact sur les délais en regroupement familial si ce scénario-là est retenu? Donc, vas-y, puis je compléterai. Selon les différents scénarios proposés, on a calculé, on a projeté un peu l'arriérage qu'on a versus le nombre de demandes qui étaient reçues, ou du moins les demandes, même s'ils sont suspendus, qui vont s'accumuler lors de la réouverture du programme. On parle d'une attente qui va devenir de 6 à 10 ans, dépendamment du scénario choisi. Donc, je pense que si on est présentement en train de battre un record d'attente, on va devenir les champions galactiques de l'attente pour les familles. On ne peut pas faire ça. Et j'aimerais aussi rajouter que, contrairement des précédents gouvernements, il n'y a jamais eu de plafond en termes de réunification familiale. L'arriérage s'est vraiment créé au cours des dernières années. Ah bon? Depuis quand? Exactement. Avez-vous une idée? Depuis quelle année ça s'est mis à augmenter? Entre autres, depuis 2020, depuis la COVID. En fait, excuse-moi, Jean-Sébastien, c'est difficile à dire parce qu'on n'avait pas de données spécifiques au Québec jusqu'à 2023. OK. Donc, en 2023, il y a toujours eu dans les milieux de parrainage conjugal un peu une impression que le Québec était différent. Il y a toujours eu une impression que, ah oui, mais au Québec, c'est pas pareil, ne vous fiez pas au délai affiché. Il y avait toujours un peu une rumeur qui circulait, mais c'était impossible à quantifier. On n'avait pas l'information. L'information n'était pas divulguée par le gouvernement du Canada. Vous savez comme nous que ça a été le choc là, à l'été 2023, quand ça a été finalement affiché séparément, quand ils ont commencé à distinguer les deux types de délais de traitement. Donc, c'est là qu'on l'a su. Est-ce qu'il y a présentement un arriérage qui va au-delà de 2022? Probablement, mais on n'est pas en mesure de vous donner des chiffres parce que les chiffres ne sont pas disponibles. Donc là, ce qu'on vous donne, c'est de l'information qu'on glane en voyant ce qui se dit dans le milieu, malheureusement. Et j'aimerais rappeler aussi ce que j'ai dit durant la conférence de ce matin. Lorsque nous avons déposé notre demande de parrainage, les délais étaient autour de 13 mois et c'est maintenant rendu 25 mois, c'est toujours pas réglé. Et avec les délais maintenant 39 à 41 mois, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir à la fin. Et quand avez-vous déposé votre demande de parrainage? En fin octobre 2023. 2023. Et donc, en 23, c'était
peu près 13 mois. C'est autour de 13 mois, oui. Puis là, aujourd'hui, en 2025, c'est combien? Le mois dernier, c'était 41 mois. En date d'aujourd'hui, j'ai regardé, c'était 39 mois. Donc, l'explosion, là, se produit entre, avec ce que vous dites, grosso modo, 2023 et aujourd'hui. Qu'il y a eu plus de délais. Je ne sais pas pourquoi que les délais ont changé, alors que ça devait être les mêmes que le Canada. Il y avait un arriérage, mais ce n'était pas comptabilisé au niveau du Canada. Ça, je ne pourrais pas vous répondre à pourquoi c'est plus long maintenant, 2 ans plus tard. Et d'ailleurs, j'aimerais comprendre pourquoi c'est plus long. Pourquoi il n'y a aucune distinction entre le Canada et le Québec. Mais une chose qui est sûre, en 2023, c'est le gouvernement de la CAQ qui est au pouvoir. Voilà. Alors, on va continuer. Dans votre mémoire, à la page 21, vous parlez de reprendre immédiatement l'émission des CSQ pour le regroupement familial. Et là, vous dites, à l'inverse, la suspension de la réception des demandes de CSQ pour le regroupement familial des personnes citoyennes qui parrainent annoncée en 2025 constitue une rupture sans précédent. Pouvez-vous nous éclairer davantage là-dessus? Bien, très rapidement, ça ne s'est jamais fait à notre connaissance. Et dans une certaine mesure, c'est un bris de confiance envers les citoyens. T'es citoyen canadien, t'es citoyen québécois, tu vis ici, tu payes des taxes, tu votes pour des gens qui te représentent ici à l'Assemblée nationale. On est en droit de s'attendre à ce que nos choix de vie personnels soient respectés. Il y a des personnes présentement qui se marient à l'étranger parce qu'ils ont trouvé l'amour à l'étranger, c'est comme ça que ça s'est passé pour eux, qui ne savent pas comment va se passer leur processus de parrainage parce que ces gens-là ne sont pas en mesure de déposer une demande de CSQ. Il y a aussi des personnes qui sont déjà en processus, qui ont un dossier complet, acceptés par IRCC, qui n'ont pas reçu l'approbation du parrain, qui ne sont pas en mesure, donc, de demander leur CSQ. Et pour ces gens-là, ça crée une incertitude administrative immense. Ils ne savent pas à quoi s'attendre. On ne sait pas ce qui va se passer lorsque les vannes seront réouvertes en 2026 non plus. C'est un bris de confiance pour les Québécois qui parrainent définitivement. Et ça, on comprend que c'était annoncé en 2025, donc c'est très récent comme mesure. Très bien. Autre élément, parce que vous y faites référence dans votre mémoire, les délais allongent. Avec le scénario 2A, ils vont allonger davantage. Si c'est celui-là, parlez-moi donc de l'impact humain et psychologique sur les gens qui ont à attendre aussi longtemps avant d'être regroupés. Veux-tu y aller? Écoutez, on a des groupes de soutien, on a des groupes de soutien psychologique, on entend des choses très dures. Je vis avec l'angoisse quotidienne d'apprendre qu'un de nos membres se serait enlevé la vie. C'est la réalité. Parce que pour ces gens-là, pour les gens qui parrainent, et je me compte extraordinairement privilégiée parce que William est avec moi aujourd'hui. Mais si je devais l'attendre encore 41 mois, je vous garantis que je ne serais pas aussi composée que je le suis présentement. C'est extraordinairement difficile pour les personnes qui parrainent. On a vu des gens avoir des crises psychotiques. On a vu des personnes menacées de s'enlever la vie. On a entendu des choses extraordinairement dures, des enfants pleurer pour voir un parent qu'ils n'ont pas vu depuis très longtemps. J'ai une maman qui attend de pouvoir revoir ses filles depuis des années maintenant, pour des raisons très particulières. Ce sont des drames humains absolument intolérables qui sont cachés. Et les personnes qui les vivent le plus et qui les vivent les plus intensément sont les plus vulnérables et ont peur de s'exprimer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes là, parce que pour ces gens-là qui souffrent, il n'y a pas de voie d'expression publique. C'est extrêmement difficile. On a fait une étude sur la santé mentale. C'est une étude qui a été menée par le Dr David Poon. C'était la deuxième étude qu'il faisait sur la séparation des familles. Il en avait mené une en 2020, pendant la pandémie, à l'époque où les séparations des familles étaient comprises en raison de la pandémie. Et on a observé une augmentation extraordinaire là, de l'anxiété
et de la dépression chez les personnes, que ce soit d'ailleurs en passant des personnes qui sont sur le territoire ou des personnes qui attendent à l'étranger. Dans les deux cas, il y avait quand même une hausse importante des effets sur leur santé mentale. Donc, moi, j'ai une très grande inquiétude pour les personnes qui parrainent au Québec en ce moment. Il y a également aussi un impact, une étude économique qui a été réalisée auprès de nos membres, assez représentative. On avait 200 quelques réponses. Donc, statistiquement, c'est quand même assez important puis varié comme réponse. Mais on arrive à des conclusions que c'est en moyenne, parce que les délais sont prolongés sur plus qu'un an, il y a des impacts financiers d'au-delà de 55 000 $ par personne parrainée. Et ça s'explique par le fait que les gens doivent voyager à chaque année, 2, 3 fois par année pour se voir, pour maintenir en relation leur couple et voir leurs enfants. C'est des assurances, c'est des loyers parfois qui sont vécus en double. Ça a été mon cas. J'ai vécu 25 mois aux Philippines dans l'espoir de revenir avec Paolo. Ça n'a pas été le cas. J'ai dû revenir pour des raisons professionnelles. Des frais de visa, des pertes de salaire, de quitter des emplois ou de changer d'emploi à plus bas salaire pour pouvoir travailler à distance. C'est un autre exemple. Et il y a plein d'autres exemples aussi on peut considérer les impacts économiques, dont le fait que le conjoint qui pourrait être ici à l'intérieur de 1 an pourrait commencer dès son arrivée, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, à contribuer au RQAP et les autres programmes du gouvernement que nous, Québécois, payons pour la retraite et tous les autres programmes. Et je comprends, M. Gervais, que votre conjoint, vous l'attendez toujours? Oui. Depuis 25 mois que ça a été déposé, en plus d'attendre 9 mois après le directeur d'État civil pour faire reconnaître le mariage qu'il y a eu à l'étranger. Ça a pris 9 mois, qui était vraiment très long, avant de pouvoir déposer le certificat. Avoir fait les mêmes démarches en Ontario, je ne serais même pas ici aujourd'hui. Non, parce que votre conjoint serait arrivé. Il serait déjà arrivé l'année passée. Et d'après vos recommandations, le gouvernement actuel pourrait changer ça? Le délai d'attente? Ça lui prend la volonté politique de le faire parce qu'on l'a démontré au travers de notre mémoire. Il n'y a pas d'impact significatif sur le logement. Pour la plupart des couples qui ont des enfants, même au niveau des enfants, c'est 6 des demandeurs de regroupement familial. C'est même pas 600 personnes par année pour libérer l'entièreté des personnes que ça fait plus qu'un an. Donc, c'est 6 d'à peu près 600 enfants pour les classes régulières. C'est très peu sur une population de quoi? 100 000, 150 000? Peut-être même un peu plus. J'ai aucune idée sur ces chiffres-là, mais c'est vraiment très peu, à mon sens, à moi, en termes d'impact scolaire. En complément, oui. En complément, une de nos recommandations était de mettre hors quota les personnes qui ont attendu pendant 12 mois et qui ont déjà le CSQ. Nous estimons que ces personnes-là représentent à peu près 18 000 demandeurs, dont le tiers sont déjà ici au Québec, donc sont déjà logés, peut-être travaillent déjà, sont déjà francisés, etc., etc. Donc, on parle au final de 12 000 nouvelles personnes qui arriveraient si on suivait cette recommandation-là. Pour 12 000 personnes, vraiment. En terminant. Pourquoi pas? Donc, c'est une question de volonté politique. Oui. Voilà, je vous remercie. Merci, M. le député. Alors, on termine avec le député de Saint-Henri-Sainte-Anne pour 4 minutes 8 secondes. Merci beaucoup pour votre présentation. Écoutez, tantôt, le ministre disait on continue avec les mineurs, mais vous l'avez bien précisé quand même, là. Oui, on continue le traitement des mineurs, mais si le mineur est, par exemple, à Cuba avec sa mère, il ne viendra pas sans sa mère, le mineur. Il va rester à Cuba avec sa mère, puis il ne verra pas son père québécois. Puis si l'enfant canadien est ici avec sa mère, par exemple, puis que son père se retrouve au Mexique, au Gabon ou ailleurs, son père ne pourra pas venir, lui. Lui est sujet à la suspension. Fait que, oui, les délais séparent des enfants de leurs parents. C'est ça qui se passe actuellement. Fait que de le dire, c'est un fait. Il y a 42 000 personnes qui attendent actuellement dans l'arriéré. S'il y avait 5 800, le premier scénario de choisi, ça, c'est 8 ans de délai de traitement. Puis si c'est 10 400, ça, c'est 4 ans. 4 ans, là, Madame la Présidente, c'est l'âge de mon garçon. Ça voudrait dire que je ne l'aurais pas vu, mon garçon. Je n'aurais pas vécu avec lui pendant 4 ans. Ça voudrait dire que je serais encore à attendre le jour où il va débarquer de l'avion avec sa mère. Puis des dossiers comme ça, au bureau de circonscription, on en a plein. On en a plein, puis on a des dossiers de femmes qui accouchent seules aussi, parce que leur conjoint, leur mari, il ne peut pas venir avec
avec elle. Puis dans les premiers jours de vie de l'enfant, ben le père n'est pas là. Puis dans les premiers mois, ben elle a besoin d'aide, mais il n'est pas là. Puis dans la première année ou à la fête de 1 an, ben il n'est pas là. Puis au moment où l'enfant marche pour la première fois, où il dit ses premiers mots, ben le parent, il est encore pas là. Donc, c'est des vraies histoires, des vrais drames qu'on entend. Puis moi, je veux vous remercier pour votre courage aujourd'hui. Puis c'est un dossier qui me touche particulièrement. Moi, M. le ministre, je prends un engagement. L'engagement de... Madame la Présidente, je prends un engagement pour le ministre. S'il fait un bout de chemin pour la réunification familiale, je vais le féliciter haut et fort. Je vais le remercier. Je pense que les Québécois et les Québécoises s'attendent à ce que la famille soit au cœur de nos valeurs. Puis c'est ça qu'on partage, lui et moi, je suis certain, comme Québécois. Puis je vais le dire sans partisanerie. Puis si je me suis trompé sur son plan, je vais le dire, mais je nous invite sincèrement à ne pas augmenter les délais. 4 ans, c'est déjà abominable. J'espère vraiment qu'on va être capable de réduire ça. Puis je vous laisse le mot de la fin. 4 ans, c'est une enfance qui est volée. Merci beaucoup pour ce rappel au propos des enfants et particulièrement des grossesses vécues seules. C'est important de mentionner qu'il y a aussi des femmes qui souhaitent concevoir, attendre 4 ans pour pouvoir concevoir. Ça veut dire qu'on ne peut plus concevoir si on est passé un certain âge. Je fais partie de cette catégorie de femmes qui, si elles devaient attendre encore 3 ans, ne pourraient pas concevoir. J'ajouterais que tant que mon mari n'a pas sa résidence permanente, nous ne pouvons pas non plus offrir un toit à un enfant de la DPJ, puisque les 2 parents doivent avoir un statut permanent. Donc, c'est aussi une opportunité manquée pour les couples plus âgés comme nous, qui souhaiteraient peut-être offrir un toit à un enfant. Alors, la perche étendue, je pense, Madame la Présidente, que nous avons fait une démonstration claire qu'il y a des choses à faire pour montrer au Québec qu'on est encore une terre non pas seulement d'accueil, parce qu'on n'est pas en train d'accueillir des étrangers, on est en train d'accueillir des membres de notre famille. Et quand ce sont des membres de notre famille, ils sont déjà québécois. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui termine nos audiences aujourd'hui. Je vous remercie pour l'apport à nos travaux. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On est déjà presque en début de soirée. Alors, sur ce, j'ajourne jusqu'au mardi 28, après les affaires courantes. Merci.